Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Stanislas Guerini, nouveau député La République En Marche de Paris. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'archétype du nouveau député macroniste, de ceux qu'on appelle les Macron Boys. Vous êtes aujourd'hui 308, 309. Au Parlement, vous êtes jeune, vous avez une expérience de l'entreprise. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'habitude au Parlement. Donc vous avez 34 ans. 35. Vous ne le faites pas, vous êtes diplômé d'HEC. Vous avez créé une entreprise dans le domaine des énergies renouvelables et puis jusqu'à il y a quelques jours, vous travailliez pour le groupe Elis. Vous étiez directeur expérience client. Le groupe Elis est un groupe spécialisé dans la location de linge, de matériel de propreté, etc. Voilà, qui emploie plus de 20 000 personnes. Donc c'est une grosse affaire. Je rappelle que vous avez été militant au PS tendance Strauss-Kahn jusqu'en 2007 et puis vous avez fait partie de ce petit noyau qui a fondé, à partir de rien, peut-on dire, avec Emmanuel Macron, le mouvement En Marche, Emmanuel Macron, que vous connaissez bien, ainsi que vos amis qui sont aujourd'hui rentrés au gouvernement, Philippe II, qui sont donc secrétaires d'État. Vous avez été élu sans trop de difficultés au deuxième tour, donc dans une circonscription qui regroupe le 17e et le 18e arrondissement, une partie du 17e et du 18e arrondissement de Paris. Vous avez recueilli 65,5% des voix. Et je rappelle donc qu'à Paris, les députés macronistes ou macroniens occupent 13 circonscriptions sur 18. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Bernard Gors pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Damien Le Boulanger pour RCF. Bonjour. C'est Bernard Gors qui vous pose la première question. Oui, donc on a assisté hier à la naissance de ce nouveau gouvernement Philippe II, si on peut dire. Surprise, on a vu sortir des personnages politiques de premier ordre, notamment François Bayrou, et on voit arriver plus un profil de technocrate, si on peut dire, d'anciens hauts fonctionnaires, de juristes. Comment donc comprendre ce changement et quelle est un peu la spécificité de ce gouvernement qui paraît plus être un gouvernement de techniciens qu'un gouvernement de politique? Votre analyse, Stanislas Guerini? C'est un gouvernement de compétences. C'est ça qu'on voit depuis le début du quinquennat. L'idée de mettre des gens qui, dans leurs fonctions, ont toutes compétences par leur parcours, par les responsabilités qu'ils ont pu assumer avant, pour assumer les fonctions qui seront les leurs. En l'occurrence, c'est vrai, vous avez raison de souligner qu'il y a des remplacements de ministres politiques par des ministres qui apportent une vraie expertise sur les domaines dans lesquels ils vont officier maintenant. Je pense que c'est intéressant. C'est aussi une feuille de route, ça donne une idée de la feuille de route, qui est une feuille de route de travail, d'intérêt général au service des Français. Et je pense que c'est ça aussi le message politique qui peut être passé. Et l'opposition, il voit plutôt une concentration des pouvoirs aux mains d'un seul homme, Emmanuel Macron, avec un gouvernement qui sera un peu donc, à ses ordres, de même que certains disent aussi on a une assemblée de godillots aujourd'hui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aujourd'hui de concentration des pouvoirs? Moi, je crois qu'on fait des oppositions, comme souvent dans ce pays, qui sont un peu stériles. Parce qu'on serait fidèle à un projet qu'on a porté, co-construit pendant l'élection présidentielle, puis pendant l'élection législative, on ne pourrait pas faire un vrai boulot de parlementaire. Je commence par le Parlement, c'est-à-dire d'évaluation de la loi, c'est-à-dire de voir comment on pourrait porter d'autres projets de loi peut-être, de voir comment on peut challenger, si on peut reprendre ce terme du monde de l'entreprise, le gouvernement, peut-être parfois en le poussant plus loin, en étant précis. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Vous voyez, on peut faire un vrai travail de parlementaires, mener des rapports, des missions aussi, et pour autant discuter dans les commissions. Et quand on se met d'accord, et ensuite on vote, et on peut être discipliné. Je crois qu'on oppose très souvent cette idée-là de ne pas avoir d'expérience de la vie politique avec le fait de ne pas avoir d'expérience tout court. Je crois au contraire que tous ces profils qui vont arriver dans la vie politique, ils vont apporter des choses différentes, et ça sera le cas aussi au gouvernement. Mais cette méthode de travail que vous décrivez, Stanislas Guerini, est-ce que vous l'avez vécu avec Emmanuel Macron? Vous qui avez fait partie du petit noyau de fondateurs de En Marche, est-ce que Emmanuel Macron délègue? Est-ce qu'il écoute? Comment ça se passe quand on travaille avec lui? Alors, il a deux caractéristiques. C'est qu'il écoute énormément. Et et c'est reconnu, ça a été reconnu même dans son exercice, je dirais, quand il était ministre, au moment de la loi Macron. Il a une vraie capacité d'écoute qui est reconnue,
je pense, sur l'ensemble de l'échiquier politique. Et dans le même temps, pour reprendre une expression qui lui est chère, il fallait le dire. il fallait le dire, la case est cochée, Oui. il a une capacité de décision. Je crois que c'est quand même ce qui le caractérise. Il a toujours assumé une certaine verticalité dans la vie politique. Oui. Je crois que... Vous reprenez ce mot-là. Oui, il D'accord. faut l'assumer. On a besoin de ça. Dans le quinquennat précédent, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y avait peut-être plus Mais- d'horizontalité. Oui, très souvent, on a aussi Oui. reproché le manque de vision, de trajectoire, d'une décision ferme. Je crois qu'Emmanuel Macron, il apporte ça dans la vie politique, cette capacité à trancher, à prendre des décisions après avoir écouté. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous parlez de gouvernement de compétences, ça, on verra à l'usage, mais on a senti quand même dans ce remaniement, enfin dans ce nouveau gouvernement, un peu une vieille méthode, parce qu'il y a 3 modems qui sont sortis, il y en a 2 nouveaux qui arrivent, il y a des PS qui rentrent, enfin bon, il y a un subtil équilibre politique, oui, c'est ça, mais... Il faut bien faire un peu de politique, c'est ça? Est-ce que c'est pas finalement un maintien des pratiques anciennes? C'est pas forcément péjoratif. Non, ça, non, ça, non, je dirais je crois pas. Il faut à la fois avoir un sens politique, donc ça, il ne faut pas faire de langue de bois. Évidemment qu'il faut regarder les équilibres, mais je pense qu'on l'a trop longtemps fait en faisant des castings à la petite semaine, quoi, si je puis dire. De se dire, il faut qu'il y ait un breton, il faut qu'il y ait quelqu'un absolument radical, etc. etc. Je ne crois pas que ce soit le cas dans ce gouvernement. Le profil, alors on ne les connaît pas encore tous bien, le grand public ne les connaît pas encore tous bien. Parfois, c'est bon signe, hein, quand on n'est pas le nom d'un ministre qui est annoncé, ça veut dire que globalement, il connaît bien son sujet et qu'il n'est pas là parce que c'est un poids lourd de la vie politique, parce qu'il y a un remerciement à lui donner, etc. Moi, je crois que c'est ce qui ressort quand même dans les principaux postes, et les ministres entrants hier au gouvernement sont plutôt des personnalités qui ne sortent pas du chapeau d'un casting politique comme on a pu le voir pendant 30 ans. Damien Le Boulanger, RCF. Vous avez souligné la méthode Macron, la méthode que votre groupe parlementaire entend utiliser, pratiquer pour ce mandat. Néanmoins, comment cette discussion, ces échanges vont se vivre quand on voit au sein du Parti de la République En Marche la diversité, voire parfois les oppositions de parcours et d'origine politique, de sensibilité qui existent au sein même du parcours? Est-ce que ça ne risque pas de créer des courants un peu trop clivants comme a pu le connaître le gouvernement et les groupes parlementaires des Aurez-vous des socialistes frondeurs, Stanislas avec Guerini? les frondeurs? Vous savez, on a un talisman qui est notre projet, qui s'est construit autour de 6 chantiers, qui étaient le cœur de ce projet de transformation du pays qu'on a proposé. Et depuis le début, la démarche du mouvement qu'on a créé, c'est une démarche inclusive. C'est-à-dire qu'on se dit, on regarde moins d'où tu viens que ce que tu viens défendre avec nous. Et en revanche, ce qui est important de voir, c'est est-ce que ce qu'on vient défendre, est-ce que ce qu'on a mis sur la table depuis le début, et qui n'a pas bougé depuis le début, depuis quelques mois avant la présidentielle, Emmanuel Macron a commencé à égrener ses propositions, elles sont toutes dans le projet. Entre la présidentielle et législative, aucun changement de programme. Et donc, en réalité, on a une grande clarté sur le fond de ce qu'on vient défendre. Et ça donne une grande cohérence politique. Il y a eu un engagement des députés qui forment aujourd'hui la majorité sur cela. C'est peut-être là aussi ce qui a manqué, au fond, au quinquennat précédent, où on a enclenché certaines réformes qui étaient nécessaires pour certaines, mais dont on n'avait jamais parlé pendant la campagne ou avant. En l'occurrence, les sujets sont sur la table, ils sont plutôt clairs. C'est issu du constat qu'on faisait, nous, de la vie politique. C'est-à-dire que les partis de gauche comme de droite, ils n'étaient plus d'accord sur les grands sujets. Ils n'étaient plus d'accord sur l'Europe, ils n'étaient plus d'accord sur le travail, ils n'étaient plus d'accord sur la laïcité. Donc on a fait les choses dans l'autre sens, d'une certaine manière. On a commencé par dire ce qu'étaient nos convictions, nos valeurs, nos convictions, puis un programme. Et ça, c'est une grande force pour avoir justement une cohérence d'action. Ça veut dire qu'il n'y aura pas Daniel de Boulanger. courant différent sur les points tels que la loi travail, tels que la sécurité, tels que la... Non, moi je ne pense pas qu'il y ait de vocation à avoir des courants au sens politique du terme dans la majorité En Marche. Il peut y avoir des sensibilités, des expériences. J'insiste là-dessus parce que, évidemment, moi j'étais chef d'entreprise, mais je vais être avec mes collègues, certains étaient agriculteurs, infirmiers, même mathématiciens. Ça va nourrir les discussions. Et je pense qu'il faut être en capacité, parfois, d'avoir des discussions même un peu ardues dans les commissions. C'est là que ça se passe. Donc, ce n'est pas des courants, c'est du débat d'idées, c'est de la confrontation d'expériences pour enrichir les projets. Encore une fois, sur une base qui, elle,
ne souffre d'aucune ambiguïté, à mon sens. Alain Baron, Rallye Notre-Dame, qui a peut-être un petit problème de micro, il faudra parler fort. Ah, pardon. Pas de chance. Oui, alors on l'a dit tout à l'heure, vous avez une majorité de 310 députés à peu près, donc suffisante sans le MoDem pour gouverner, pour appuyer l'action du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir une telle majorité, d'avoir un tel bloc central? Stanislas Guérini. Je crois que ça serait un risque si on appliquait les méthodes qui ont été celles de la vie politique ces 30 dernières années. C'est-à-dire de se dire, parce que j'ai la majorité, fermez les écouteurs, on avance, on n'écoute plus personne, l'amendement qui est proposé, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, mais on regarde d'où il vient, pour en 3 secondes chrono décider si on l'accepte ou on le refuse. En réalité, on a une immense responsabilité. Et ça ne sert à rien, si je puis dire, d'avoir amené dans cette vie politique des députés qui viennent de la société civile, comme on dit, qui sont des citoyens engagés, qui n'ont pas 30 ans du fardeau aussi parfois de ce qu'est la vie politique, si on ne fait pas différemment. Et donc, peut-être qu'on aura des difficultés, mais en tous les cas, moi j'arrive avec beaucoup de sincérité sur ce sujet-là, à dire qu'il faudra faire différemment aussi dans l'écoute de l'opposition parlementaire. Si je puis dire, un peu comme Emmanuel Macron avait pratiqué pendant la loi Macron. C'est-à-dire passé beaucoup de temps auprès des parlementaires. Auprès des parlementaires, de la majorité et de l'opposition. Et je crois que c'est ça qu'il faudra faire, c'est-à-dire une écoute respectueuse, de vraiment regarder ce qu'il y a dans le fond. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et bien, cette phrase-là, il faudra qu'on la garde tout au long du quinquennat. Bernard Gors-Lacroix. Oui, sur la moralisation dont il est beaucoup question aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, députés donc En Marche, viennent du privé. Comment garantir qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts? Comment mieux contrôler les activités privées des parlementaires? Monsieur Ferrand lui-même a été, je dirais, un peu bousculé parce qu'il a été rapporteur d'une loi sur les mutuelles, alors même qu'il avait des missions, qu'il était consultant pour des sociétés mutualistes. Comment mettre une frontière stricte entre les intérêts privés et professionnels des députés et leur activité parlementaire? Stanislas Guérini. C'est une question intéressante parce que en même temps, on ne peut pas dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent du monde du privé et oublier tout ce qu'ils ont fait par le passé. Donc je crois qu'on vient aussi apporter des expériences. Dans le même temps, on voit que dans la vie politique, il y a eu trop de zones grises ces dernières années, ces dernières décennies, je dirais. Donc il faut trouver le juste équilibre, ce qui est, je crois, le cas dans le projet de loi qui est proposé sur la confiance entre les citoyens et les hommes et les femmes politiques, de dire on ne peut pas prendre une activité de conseil au moment où on devient député ou même dans l'année qui a précédé le moment où on devient député, parce qu'à ce moment-là, on tombe vraiment dans le conflit d'intérêts, à profiter et à tirer profit d'une certaine manière d'une position d'élu pour pouvoir mener son activité de conseil par ailleurs. À titre personnel, je pense qu'il faut essayer de clarifier le plus possible. Donc vous avez démissionné? Alors j'ai démissionné hier de mon entreprise. J'avais quelques parts résiduelles dans la petite start-up que j'avais créée dans le monde des énergies renouvelables. Je compte les vendre parce que c'est des sujets qui me passionnent, sur lesquels j'ai envie de m'impliquer aussi. Et je n'ai pas envie de me déporter de ces sujets-là, qu'on puisse me dire, en fait, vous favorisez l'énergie solaire en France parce que vous avez moins de 10% d'une boîte. Non, j'ai envie de favoriser l'énergie solaire en France parce que je crois que c'est l'énergie du futur, une des énergies du futur. Mais alors, quel regard vous portez justement sur Richard Ferrand, qui sera peut-être président de votre groupe et qui lui-même a manifestement vécu dans cette zone grise qui, pendant de très longues années, a rejoint le Parti socialiste, les mutuelles? Bon, quel regard vous portez là-dessus? Il faut faire très attention, parce qu'il y a une enquête préliminaire, on n'en est qu'à ce stade-là, qui dira s'il y a lieu de mener une enquête plus approfondie ou pas. Donc, ce n'est pas le cas de Richard Ferrand, en l'occurrence. C'est les zones grises qui, de manière générale, existaient dans la vie politique et qui permettaient, ce n'était pas illégal, de mener des pratiques en parallèle de la vie politique. Il faut blanchir les zones grises. Il faut blanchir les zones grises par les règles, pour empêcher toute possibilité, dans la pratique de la vie politique, d'être mis en difficulté aussi. Parce que ce n'est pas, en l'occurrence, l'aspect juridique qui est mis en cause autour de Richard Ferrand. En tout cas, rien ne le démontre pour l'instant. C'est plutôt dans cette pratique-là de dire, au fond, la règle existait, on pouvait le faire. Il y a plein de députés qui avaient ces activités-là. Et encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça. Parce qu'en même temps, on veut qu'il puisse y avoir des allers-retours entre le privé et le public. Moi, je trouve ça sain pour notre pays. Alors, si on dit
du jour au lendemain, toute personne qui est élue députée, il doit vendre en 10 secondes chrono les parts de son entreprise, et bien s'il n'y a personne pour les racheter, comment on fait? Mais c'est vrai, ça existe. Moi, j'ai des collègues qui ont des parts d'une entreprise, ils viennent aujourd'hui députés, il va falloir peut-être trouver quelques temps pour qu'ils puissent trouver preneur pour les parts de l'entreprise. Donc les choses sont pas si simples que ça. Moi, je ne suis pas là à dire il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que sinon, on ne fera plus venir de gens qui ont une activité économique dans la vie politique. Or, il faut renouveler le personnel politique, ça reste votre credo. Stanislas Guerini, vous êtes notre invité, vous êtes nouveau député La République En Marche de Paris. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Nous allons marquer une première pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Stanislas Guerini, nouveau député La République En Marche de Paris et qui est également l'un des cofondateurs du mouvement En Marche de Emmanuel Macron. Il est interrogé par Bernard Gors pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, ce scrutin législatif a quand même été marqué par un phénomène inquiétant, c'est l'abstention qui a été très importante. On a atteint des sommets. Est-ce que ça ne jette pas quand même une ombre sur le résultat? Le mouvement En Marche a gagné, il n'y a pas de contestation, mais c'est quand même inquiétant cette Stanislas Guerini. abstention. C'est un fait politique. Je crois qu'il ne faut pas le contourner. C'est un fait politique notable que l'abstention était forte. À mon avis, il y a plusieurs facteurs. Un peu d'essoufflement des Français. On sortait d'une séquence politique qui était quand même extrêmement longue. Très très longue. Ça pose question. C'est le 8e tour de scrutin. Oui, le 8e pour ceux qui avaient voté aux primaires. Ça pose aussi question même sur les primaires. Donc je pense que les Français en avaient un peu marre. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disaient sur les marchés. Et puis, c'est aussi le syndrome d'une vie politique qui ne va pas très bien. Où le lien de confiance entre les Françaises et les Français et puis leurs dirigeants politiques est quand même abîmé. Et donc c'est plutôt, je le vois moi comme un signal de responsabilité dans la pratique. On parlait tout à l'heure des pratiques dans l'Assemblée nationale, d'avoir des vraies discussions, d'être capable de créer des vrais consensus, parfois sur des sujets, de morale aussi, d'exemplarité de la vie politique et puis de résultats. Vous savez, nous on a démarré En Marche en faisant une grande marche. On était allé interroger 100 000 Français. Et ils disaient que la vie politique ne leur convenait pas, pour des raisons de moralité, etc., mais en grande partie pour des raisons d'efficacité. C'est ça que les gens disent, c'est on ne voit pas notre vie changer, avancer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut lancer des chantiers qui soient à la fois des chantiers en profondeur, de transformation en profondeur de la vie politique, sur les règles du jeu, sur un certain nombre de sujets, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il faut aller vite, parce qu'il y a des chantiers qui vont prendre du temps à porter des effets. Et je crois que c'est plutôt dans les prochaines élections qu'on pourra mesurer la responsabilité d'En Marche, en l'occurrence, parce que je pense que c'est plutôt l'ensemble de la vie politique qui était jugée là, à travers ces taux d'abstention. Savoir si on a su commencer à recréer un lien de confiance avec les Français. Damien Le Boulanger, RCF. Alors, justement, parmi ces pistes qui sont étudiées, c'est celle de réintégrer une dose de proportionnel, au moins au niveau des législatives. À votre avis, quel est le niveau, quelle dose, quelle proportion vous semble suffisante pour qu'il y ait réellement un renouvellement, un effet efficace? Sincèrement, je ne sais pas encore vous répondre de manière chiffrée. Il faudra étudier la chose et je ne souhaite pas mettre de chiffres aujourd'hui. Est-ce que la totalité de proportionnel ne serait pas l'idéal? Voilà, c'est une question de curseur. D'un côté, il faut se dire c'est une anomalie démocratique que certaines formations politiques, c'est pas En Marche qui a fait les règles du jeu, mais soient aussi peu représentées à l'Assemblée nationale et ça a des effets négatifs sur la vie politique du pays qui ont été maintes fois commentés. L'opposition se fait parfois dans la rue, ça n'offre pas cet espace de discussion démocratique qui serait nécessaire à la vie politique de notre pays. Donc Emmanuel Macron, et je le suis parfaitement là-dedans, s'était prononcé très tôt d'ailleurs, à la fin 2016. Sans beaucoup de précision. Pour une dose, on l'introduction de la dose. Alors pourquoi une dose? Oui. Parce que dans le même temps, si on avait une assemblée qui était 100% à la proportionnelle, je crois qu'il y a des risques aussi. C'est-à-dire d'avoir des scrutins de liste et donc de retomber parfois dans le primat des partis, où les partis politiques décident au fond qui est premier sur la liste, deuxième sur la liste, troisième sur la liste, etc. Et on retombe dans un phénomène qui est, je trouve, pas très sain pour la vie politique du pays, qui est souvent très très centralisé,
Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut une dose, en l'occurrence, pour garder un système où les élus à l'Assemblée nationale demain seraient des élus d'un territoire, parce que ça a du sens, on pourra en reparler. Je pense qu'il faut qu'ils s'inspirent de leur territoire pour bien voter la loi et qu'ils expérimentent la loi sur leur territoire et qu'ils en mesurent l'application. Et donc je pense que ça a du sens de garder des élus qui soient attachés à un territoire, même quand ils sont les élus de la nation et qui votent la loi, et dans le même temps avoir cette part de proportionnel qui permettrait d'être mieux représentatif des grands équilibres de la vie politique du pays. Bernard Gors-Lacroix. Oui, vous parlez beaucoup d'efficacité, d'aller vite. Est-ce que vous comprenez le trouble des Français qui ne comprennent plus que les députés, qui sont quand même bien rémunérés, exercent plusieurs mandats, exercent plusieurs travaux, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde privé? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui recentrer l'activité des députés sur leur mission? Stanislas Guerini. Moi, je suis très clair sur ce sujet. Je trouve que le trouble, il est légitime. Il faut qu'on y aille. On en parlait tout à l'heure sur le fait d'avoir parfois une certaine progressivité, parce que c'est très difficile pour certaines personnes. On disait vendre les parts de son entreprise, d'abandonner totalement son activité du jour au lendemain. Mais en tout cas, la direction, elle doit être celle-là. Parce que je pense que le travail de député, c'est un travail qui justifie d'y être à plein temps. Vous savez, moi, j'étais très frappé dans cette campagne de voir à quel point les Françaises et les Français, particulièrement les Parisiens en l'occurrence, ne connaissent pas leurs députés. Mais c'est aussi parce qu'on a des députés qui ne consacrent pas forcément du temps à être présents dans leur circonscription, à créer un lien, à faire des réunions autour des projets de loi qui portent pour justement créer un lien beaucoup plus fort. Et c'est aussi ça la confiance. Donc moi je crois que oui, le travail de député, ça doit être un travail à plein temps et qu'on s'y consacre pleinement. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, toujours sur le thème d'aller vite, est-ce que ce n'est pas dangereux non plus? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de troisième tour dans la rue, enfin de manifestation, d'agitation? Où sera l'opposition? Cette France qui gronde, cette France qu'on a vue délaissée pendant la campagne électorale, qui se sent abandonnée, qui est anti-européenne, comment va-t-elle s'exprimer, puisqu'elle est très peu présente au Parlement? D'abord, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui font que je ne crois pas au troisième tour. D'une part, le fait d'avoir dit ce qu'on allait faire pendant l'élection présidentielle. C'est une différence notable. On l'a vu sur la loi El Khomri en fin de quinquennat. Les choses ont été faites en fin de quinquennat. On ne voyait pas la portée et les aspects positifs de ce que pourrait amener Là, vous pensez que les syndicats vont dialoguer, par exemple? Alors, la première raison, c'est d'avoir tout dit. La deuxième, c'est de prendre le temps du dialogue et d'avoir une méthode de dialogue. Il y a plus de 50 réunions qui vont être organisées, ou quasi 50 réunions qui vont être organisées avec les organisations syndicales. Et d'ailleurs, les organisations syndicales, je crois que FO et CFDT ont été les premières à reconnaître la validité de la méthode qui leur était proposée pour avancer sur ces discussions autour de la loi travail. Donc, en même temps, on sait que ce ne sont pas FO et CFDT qui sont dans la rue les premiers. C'est plus la CGT, le Sud. C'est possible. Moi, je crois qu'il faut prendre en compte ce que vont donner ces discussions syndicales. En l'occurrence, les discussions sont en cours, ouvertes, et donc on se donne l'été, et le gouvernement a eu, à mon sens, la sagesse. Oui, alors c'est le cas de le dire aujourd'hui, mais le gouvernement a eu la sagesse de prendre un petit peu plus de temps pour ne pas mégoter sur le dialogue nécessaire avec l'organisation syndicale. Et dans le même temps, on porte un projet sur lequel Emmanuel Macron a été élu, sur lequel la majorité présidentielle En Marche a été élue aujourd'hui. Donc les Français attendent aussi qu'on avance, parce que, vous savez, dans des campagnes, on va dans des quartiers où il y a des chômages qui sont très élevés. Moi, il y a 2 quartiers politiques de la ville, dans ma circonscription, où le taux de chômage, c'est 20%. Bon, les gens, dans ces quartiers-là, le premier truc, c'est de dire, et c'est souvent des mamans qui le disent, c'est du boulot pour nos enfants. Et donc, on porte un projet qui vise résolument à mettre le paquet sur le travail. Parce qu'on pense que c'est comme ça, à la fois qu'on va redonner de la confiance dans le pays, et en plus, c'est un facteur d'émancipation individuelle. Et donc, si on n'arrive pas à régler ce problème du chômage, à gagner cette bataille-là, on n'arrivera pas à faire grand-chose d'autre derrière. Sur la question du travail, je rappelle que vous avez été chef d'entreprise, vous avez travaillé dans une grosse entreprise avec plus de 20 000 salariés. Peut-être une question, Damien Le Boulanger. Exactement sur ce sujet-là, puisque vous prônez le dialogue, faire que le dialogue portera ses fruits pour trouver un consensus. Sauf que sur une question bien précise, celle de l'inversion de la hiérarchie des normes, on sent bien qu'une partie de la population, une partie des syndicats, semble totalement opposée et pas prêt à faire un seul pas
pour voir les accords d'entreprise passer en priorité sur les accords de branche. Comment pensez-vous trouver un terrain d'entente sur ce plan-là? Voilà, puisqu'on a avec nous un député qui a été chef d'entreprise. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de présenter les choses dans leur ensemble. Parce que c'est quand on prend un petit bout, en réalité, qu'on crée de la crispation et que c'est assez anxiogène. Notre projet, il vise à remettre plus de dialogue social dans l'entreprise. Moi, je peux vous en parler de manière très concrète. J'ai été le patron d'une petite boîte. Il y avait 0 personnes au début, il y en avait une trentaine à la fin, en cours. Et puis j'ai été dans une plus grosse entreprise dont je viens de démissionner. Le dialogue social, l'idée de se dire, il y a la même règle pour tout le monde, la grosse boîte, la petite boîte, on va tous faire pareil, et ça va marcher, on va décider ça de manière centrale et rouler jeunesse, ça ne marche pas. La situation qui est injuste. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut un même permis de conduire, un même code de la route pour tout le monde. Oui, il l'a bien souvent répété. Le code de la route, il est en réalité déjà un petit peu différencié. Donc c'est un peu une fausse idée de penser qu'on peut avoir ce même code de la route. Et encore une fois, moi je crois que bien souvent dans notre pays, on a eu un raisonnement qui consistait à dire il faut la même règle pour tout le monde. Voilà, c'est ça l'égalité, pure et parfaite. Et avec beaucoup de bonnes intentions, avec cette idée d'égalitarisme, en réalité, on a créé beaucoup d'inéquités. C'est ça que vous remettez en cause? Oui, tout à fait. Oui. Parce que moi, je le vois. Prenons le sujet des prud'hommes, qui est un sujet qui est les indemnités dans pour licenciement abusif. J'entends que c'est un fixé sujet à l'avance selon votre projet. Exactement, qui crée des crispations. On dit mais ça va être injuste. Mais sincèrement, ce qui est injuste, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que on est petit patron. Je l'ai vécu. On licencie un salarié pour des raisons totalement justifié. Parfois, ça se passe mal. Il dit, je t'attaque au prud'homme. Quand on est une boîte qui ne gagne pas encore d'argent, qui ne peut pas se payer d'avocat, partir dans une démarche pendant 2 ou 4 ans, parfois, c'est droit de vie ou mort sur la boîte. À l'inverse, on est dans un grand groupe, on dit, on licencie un salarié pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Le salarié dit, ah non, c'est pas juste, je vais t'attaquer au prud'homme. Bon, c'est pas très grave, hein. Les grandes entreprises, elles vivent assez bien avec les prud'hommes aujourd'hui. Les avocats sont payés au forfait, on dit aux salariés, rendez-vous dans 2 ans, puis même si tu as raison, rendez-vous dans 4 ans, parce qu'en réalité, on va faire appel. Et là, c'est le salarié qui est perdant. Notre système actuel, c'est toujours les petits qui sont perdants. Les grandes entreprises, tout va bien, elles arrivent à s'organiser avec cela. Et donc, on crée un système qui est au fond perdant-perdant, parce qu'il n'est pas incitatif pour les entreprises, en effet, à se lancer dans des embauches, parce qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès de dire comment ça va se finir tout ça. Et il est vraiment aujourd'hui ça. Pour un chef je d'entreprise, pense. vous l'avez été? Évidemment, quand les conditions de sortie, on les a toujours en tête quand on parle de l'entrée. C'est assez banal et classique, ce que je vais vous dire. Mais le chef d'entreprise, il a envie de quoi? Que son entreprise, elle grandisse, que son carnet de commandes, il se remplisse. Il a envie de développer. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui rêve de... Si, il y en a quelques-uns, mais ils sont minoritaires, de rester tout petit, de ne pas aller gagner des nouveaux marchés, etc. Donc, il faut débloquer les énergies, mais dans le même temps, il faut mieux protéger les individus. Et c'est ça que je disais. Je disais, il faut présenter les choses de manière complète. Le projet, en l'occurrence, qu'on porte, c'est aussi un projet qui vise à mettre le paquet sur la formation professionnelle pour que les gens ils puissent changer de boulot. Quelqu'un qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, il va changer 20 à 30 fois d'emploi. Ce sont les études. 20 à 30 fois, ce sont les études qu'il montre. Un jeune qui arrive sur le marché du travail, il va changer 20 à 30 fois. Donc il faut l'accompagner. Il faut mettre le paquet sur les conditions du dialogue syndical dans l'entreprise. On parle de chèque syndical. Avec les organisations syndicales. Avec les organisations syndicales. Mais vous ne contestez pas leur légitimité. Mais absolument pas. Même si le taux de syndicalisation est très faible en France, c'est ça, il faut parler avec eux. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de syndicats dans l'entreprise en réalité. Parce que j'ai toujours très frappé d'une chose, c'est qu'au niveau national, il y a très peu d'accords qui font consensus, qui sont signés par toutes les organisations syndicales. C'est totalement l'inverse quand on descend dans le monde de l'entreprise ou même des branches. Et donc, plus on va près du terrain, plus on arrive à trouver du consensus. Prenez un sujet qui était le sujet du travail du dimanche, les zones touristiques internationales. C'est un sujet parisien, c'est le député de Paris qui vous parle. En l'occurrence, quelques mois après l'application de la loi, il n'y a eu aucun accord de branche. Il y a eu des dizaines d'accords d'entreprise sur ce sujet-là et qui sont généralement très favorables pour les salariés qui sont payés 300% de leur salaire le jour. Et ils ont trouvé des accords d'entreprise. Donc parfois, on peut se mettre d'accord plus concrètement quand on dépassionne et quand on dépolitise le débat.
Bernard Gors-Lacroix. Oui, si on prend les choses par le petit bout, il y a cette loi que vous proposez qui va permettre aux multinationales qui font des bénéfices ou qui se développent à l'étranger de licencier en France. Si on prend les choses d'une vue d'ensemble comme vous le proposez, est-ce que votre loi, elle ne va pas, on le comprend bien, dans le sens des petites entreprises, c'est bien, mais est-ce qu'elle ne devrait pas être plus sévère à l'égard des multinationales qui aujourd'hui, et les Français ils sont sensibles à ça, on l'a vu avec Whirlpool, aujourd'hui font la pluie et le beau temps en matière d'emploi. Stanislas Guérini. En l'occurrence, c'est une vision un peu tronquée du sujet que vous présentez là, parce que je crois que vous faites mention d'un des 9 articles du projet de loi qui sera présenté donc on a juste eu un aperçu dans un quotidien, et qui dit en réalité qu'effectivement, on peut prendre en compte une réalité géographique différente pour les licenciements économiques, et donc prendre en compte la réalité du pays pour les licenciements économiques, mais qui dit aussi qu'il faudra mettre des mesures en place pour éviter justement des organisations frauduleuses, en réalité, artificielles, pour organiser le fait d'être déficitaire dans une filiale dans un pays donné. Donc les éléments qui sont en l'occurrence dans le projet de loi, il mentionne ces 2 réalités-là. Je pense qu'on est exactement dans ce qui sont des mesures d'efficacité. C'est-à-dire de dire, effectivement, on aura un grand sujet sur ce quinquennat qui sera l'attractivité de notre territoire. Et donc, il faut qu'on ait les armes, parce que le sujet de l'emploi en France, c'est même pas le sujet des délocalisations, c'est le sujet des localisations. C'est le sujet de l'attractivité du territoire. Les délocalisations en France, c'est 4% des disparitions d'emplois. À chaque fois, il faut se battre. À chaque fois, c'est un malheur quand une usine ferme. Mais il faut aussi ne pas oublier que chaque jour en France, on crée 10 000 emplois. Comment est-ce qu'on fait pour en créer 10 200 ? Et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille du chômage. Oui, donc, il faut que... Creuse, on ne les crée pas non plus dans certains territoires plus pauvres. Donc les gens, ils voient ça. Ils voient leur entreprise qui ferme et pas d'entreprise qui ouvre. On peut aussi les créer dans la Creuse. Il y a, mais bien évidemment, il y a justement des nouveaux pans de l'économie qui vont apporter des opportunités pour faire beaucoup plus de choses à distance aujourd'hui. On peut, sur des imprimantes 3D, transmettre des objets. C'est une révolution totale qui est en train d'arriver. Avant, on pouvait transmettre... Encore faut-il faire un gros effort de formation. Exactement. Les ouvriers de la Creuse, ils ne sont pas forcément aptes à travailler sur ce type de logiciel. Je suis totalement d'accord. Et c'est là où on voit que le projet, ça doit être un projet d'ensemble, qui touche à la fois aux conditions du dialogue social, du travail, de l'entrée dans le monde du travail, de la sortie dans le monde du travail, de la formation, du logement, évidemment, parce que quand c'est compliqué aujourd'hui de changer de logement, il faut créer de la mobilité dans notre parc de logement, dans le transport. On a beaucoup raillé les cars Macron en disant mais en fait la loi Macron c'était que ça. Ah oui, mais en l'occurrence ça permet d'aller mener un entretien d'embauche un peu plus loin, peut-être de redémarrer un boulot un peu plus loin. Et ensuite, c'est toutes ces petites briques-là qui vont faire qu'on peut gagner la bataille du dernière question, contre le chômage. bref, peut-être en un mot pour une en réponse. fait, ce que vous proposez, c'est un peu dans la lignée de la loi Macron 1, ensuite de la loi El Khomri. Mais rappelez-vous, l'an dernier, la contestation de la loi El Khomri a été très forte. Vous ne pensez pas que ça risque de se reproduire à nouveau ? Stanislas Guérini. J'ai donné des raisons qui, à mon sens, changent un petit peu l'approche. Le fait d'en avoir parlé, le dialogue qui est en cours avec les organisations syndicales, et puis le fait de vraiment, et peut-être que ce sera aussi à nous, les députés, de faire ce travail-là, de présenter les choses dans leur ensemble, de montrer que c'est un projet de simplification pour partie, mais aussi de protection des individus, de droits nouveaux aussi. On le mentionne peu, mais le projet dans son ensemble, c'est aussi de donner aux salariés la possibilité de bénéficier du chômage quand ils seront des salariés démissionnaires de leur entreprise ou quand ils seront des indépendants. Insister sur les aspects positifs aussi. Oui, et c'est même pas positif, négatif. C'est l'ensemble de ces aspects qui vont donner une cohérence au projet, une vision pour dire, voilà, il y a effectivement des mesures de simplification, mais voilà pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire. Voilà quelle est la finalité, et voilà tout ce dont vous allez bénéficier au final. Très bien, on vous a bien compris, Stanislas Guérini. Je rappelle que vous êtes notre invité dans cette session, dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous allons marquer une deuxième pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est un nouveau député parisien de La République En Marche, Stanislas Guérini, qui fut lui-même chef d'entreprise et qui a aussi participé à la naissance du mouvement En Marche avec
Emmanuel Macron, il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Bernard Gorce pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question. Et avant d'ouvrir le volet international avec vous, je voudrais juste terminer sur l'aspect social. Parmi les annonces faites par Emmanuel Macron, celle d'augmenter la CSG, qui serait compensée pour les travailleurs par baisse d'autres charges, mais pas chez les retraités. Est-ce que l'objectif pour vous, les députés, l'En Marche, Emmanuel Macron, c'est de faire payer les retraités aisés ? C'est pas comme ça que je le présenterai. Et encore une fois, je pense qu'il faut remettre les choses dans un contexte d'ensemble. Je prends 30 secondes pour le faire. Allez-y. On veut supprimer les cotisations salariales, chômage, maladie, pour faire en sorte que le travail rémunère plus. On rapproche le salaire net du salaire brut. Et donc on assume de faire ça. Pour financer ça, parce qu'on veut présenter un programme qui soit chiffré, qui soit faisable, qui soit financé. On le fait à périmètre constant en augmentant la CSG de 1,7 points. On baisse de 3% les cotisations salariales, on augmente la CSG de 1,7 points. Parce que la CSG a une assiette plus large, elle est un petit peu partout, notamment dans les revenus du capital, dans les revenus du travail aussi, et dans les retraites notamment. Pour que cela soit juste, on exonère de cette augmentation de la CSG les 40% des plus petites retraites, pour pas qu'elles subissent une augmentation de la CSG. Et j'ajoute une autre mesure qui va quand même rendre 10 milliards d'euros aux Français. On supprime la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est une mesure de justice, puisque la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est assez injuste. Quand on est dans une commune pauvre, on paye plus de taxe d'habitation. Quand on est dans une commune riche, on en paye un petit peu moins. Mais donc, au bout de l'entonnoir, il y a des gens qui vont payer quand même. Oui, mais pour Qu'est-ce que vous leur dites ? plus de 80% des Français, en réalité, et allez, je ne vous dis pas qu'on va mieux rembourser et mieux prendre en charge les risques audio, dentaires ou optiques, qui sera du pouvoir d'achat en plus pour les Français. Ça reste un peu flou pour l'instant. Donc, on y reviendra si vous voulez. Mais donc, pour 80-85% des Français et des retraités, pardon, en réalité, cette réforme-là, elle sera une réforme qui va leur faire augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, je voulais juste replacer ça dans le contexte. Pour un petit nombre, une minorité, qui va effectivement voir la CSG augmenter de quelques dizaines d'euros par mois, bien on assume. Voilà, parfois il faut être comme ça dans la vie politique, de dire on veut valoriser le travail, on veut transférer et on veut que ça paye plus, donc on veut utiliser un peu plus les revenus du capital pour le faire, et donc il faut s'engager aussi pour les générations futures, parce que quand on dit du boulot pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est ça aussi qui va permettre de le faire. Donc c'est assumé. Alain Baron. Un petit peu d'international. Il y a un an environ, la Grande-Bretagne a voté le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Est-ce que finalement, ce n'est pas une clarification pour les Français notamment ? Est-ce qu'il n'y a pas une chance à jouer, une chance à... Stanislas Guérini. Bon, moi, je n'ai pas trouvé que c'était une très bonne nouvelle, ce choix, mais qui est le choix du peuple britannique, souverain, et donc il faut évidemment respecter. Les négociations ont commencé le 19 juin. Elles se mèneront jusqu'en 2019. Et donc, ça sera à cette occasion-là, effectivement, l'occasion d'avoir des discussions claires avec nos partenaires, qui doivent rester nos partenaires, en mettant clairement sur la table ce qu'ils perdront. Et s'ils veulent conserver un certain nombre... Oui, il faut être tout à fait ferme avec eux. Et s'ils veulent conserver un certain nombre d'avantages, parce qu'on se met à parler des avantages de l'Union européenne maintenant, en réalité, eh bien... il faudra mettre en face l'engagement aussi financier. Donc, ça sera les discussions qu'il faudra avoir avec les Anglais. Bernard Gorce, La Croix. Oui, vous n'avez pas connu quasiment l'Europe, le monde, en tout cas avant la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé Référence à votre âge, vous avez 35 ans. Je l'ai connu, mais j'étais jeune en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis au niveau de l'Europe ? Est-ce que, pour arrimer tous ces pays d'Europe de l'Est, on les a trop fait rentrer dans l'Europe ? Est-ce qu'au contraire, il aurait fallu être plus exigeant ? Aujourd'hui, on s'aperçoit d'une Europe qui a perdu son identité, peut-être un peu son âme aussi, avec cet élargissement très, très, très large. Stanislas Guérini. Oui, je partage cette idée-là. Je pense que l'Europe, elle s'est éloignée des peuples. Il faut toujours rappeler qu'elle nous a offert la paix. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment dans les jeunes générations. Ça semble être d'une évidence. Donc, c'est le premier point. Il faut toujours commencer par là, en disant mais quelle catastrophe ça serait de perdre cet espace-là qui nous a apporté la paix et qui a sorti les guerres pour la génération en cours.
Ceci dit, l'Europe, dans ses objectifs initiaux, a beaucoup fait pour instaurer la concurrence et petit à petit à moins protéger les populations, à moins réguler. Il faut mieux protéger. Oui, L'Europe doit être je protectrice. pense qu'il faut C'est remettre le credo d'Emmanuel effectivement Macron. des mesures concrètes pour que l'Europe puisse être un facteur de prospérité, investir. Pour le faire, il faudra effectivement discuter avec nos amis allemands, en étant nous-mêmes crédibles, mais en leur demandant de dire vous avez une épargne qui est très importante, aidez-nous à travers un budget européen notamment et un ministre des Finances européen à mettre du diesel, pas du diesel, pardon, parce qu'on va augmenter la fiscalité, à mettre en tout Du cas carburant. du carburant, Voilà. voilà, c'est le mot que je cherchais, dans l'Europe. Montrer aussi que l'Europe a une capacité de protection économique. On porte une mesure, on va essayer d'aller convaincre nos partenaires européens, qu'on appelle le Buy European Act, c'est-à-dire de dire les entreprises qui localisent plus de 50% de leur production en Europe, eh bien, on leur réserve un certain nombre de marchés européens. Donc ça, ce sont des choses Et une Europe concrètes. de la défense, ça vous paraît Et possible? Troisième volet, effectivement, mieux protégé d'un point de vue physique. Vous savez qu'on s'est engagé pendant cette campagne à avoir une création ou mieux doter Frontex, notre force d'opération aux frontières, de 5000 hommes supplémentaires. Et donc, il faut aussi être capable de montrer que l'Europe, c'est un instrument pour protéger les populations. Mais tout ça, on va le faire avec un Voilà, noyau donc, dur, avec quelques États. Oui, je pense que c'est Avec le petit noyau. effectivement la méthode qui doit être employée. Il ne faut pas être idéaliste vis-à-vis de l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire redémarrer l'Europe par son noyau dur sur un certain nombre de projets. Ceux qui veulent y participer viennent, qu'on retrouve aussi de l'adhésion. C'est important de se dire que tout ça n'est pas automatique, on ne subit pas l'Europe, on peut aussi la choisir, de dire qu'on a besoin, et nous on assume de le dire, on a besoin de plus d'Europe parce que c'est ça qui nous permettra de défendre notre gouvernance dans le monde, notre souveraineté, pardon, dans le monde, mais il faut le faire avec ceux qui ont envie de le faire. Et il faut le faire, j'ajoute un dernier point, avec les populations. Je crois que ce serait important de lancer ces conventions démocratiques dans toute l'Europe. On a un cycle d'élections là en Europe qui peut être un moment favorable pour remettre le sujet sur la table et voir ce que les habitants européens ont envie de faire avec l'Europe. Damien Le Boulanger, RCF. Alors vous le dites, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de mieux protéger l'Europe. Une autre chose qu'il veut mieux protéger, c'est la planète. En tout cas, c'est le message qu'il a fait passer suite à l'annonce de Donald Trump que les États-Unis quittaient les accords de Paris. Est-ce que, avec cette phrase « Make our planet great again », c'est pas un effet de vitrine, de communication, plus que d'une réelle innovation ou un réel nouveau départ de la France sur le plan écologique? Je ne crois pas, dans le sens où il va falloir contourner la décision folle du président américain, qui a tourné le dos à sa planète et qui a fait en sorte que son pays tourne le dos à son histoire. Et donc, il va falloir que tous les acteurs, à tous les niveaux, trouvent tous les moyens pour qu'en réalité, on ne sorte pas dans les fêtes de cet accord de Paris. C'est vrai pour les grandes villes du monde, c'est vrai demain pour tous les élus. Moi, je trouverais souhaitable qu'il y ait une mission d'information à l'Assemblée nationale qui puisse justement réfléchir à tous les moyens de nouer des liens avec les élus dans les États américains. Vous savez qu'il y en a qui ont envie d'avancer très fortement avec les entrepreneurs, avec les acteurs associatifs pour voir comment, parce que le président américain a pris cette décision folle, d'une certaine manière, celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision peuvent malgré tout continuer à enclencher cette dynamique, parce que c'est inenvisageable en réalité qu'on sorte de la trajectoire que le monde entier avait réussi à décider lors des accords de Paris. Mais d'annoncer un portail unique justement pour tous ces chercheurs, tous ces entrepreneurs portés par cette valeur de l'écologie, c'est un peu perturbant quand on sait que c'était quelque chose qui existait déjà. Il existait déjà des possibilités pour ceux qui voulaient venir en France prendre contact de façon assez facile auprès des structures. Stanislas Guérini. Vous savez, on parle parfois d'attractivité du territoire. Je pense que c'est aussi des dynamiques de confiance, l'attractivité du territoire qu'il faut être capable de relancer. Parfois de simplifier les choses pour
des personnes qui ont de la France une image un peu complexe, et falloir passer par 4 guichets, etc. Je crois que c'était ça le principe de cette plateforme d'accès. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la parcourir, mais le parcours, j'ai rarement vu un site gouvernemental qui a été construit comme cela, c'est-à-dire, moi qui viens du monde du privé et de l'expérience client, avec un vrai parcours client en l'occurrence, en fonction de qui vous êtes, voilà comment vous pouvez trouver les bons dispositifs, le bon guichet, la bonne personne, etc. C'est ça les nouvelles extrêmement méthodes. simple. Mais c'est une méthode qui est une méthode aussi de confiance et de message pour le monde, de dire, allez, on y va. Et c'est aussi en France que les choses vont se passer. Alors, on arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Une question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Un autre dossier lourd en cette période de risque terroriste. Est-ce qu'il faut sortir de l'état d'urgence ou le pérenniser? Qui va prendre cette responsabilité? Stanislas Guérini. Oui, bien sûr, il faut sortir de l'état d'urgence. Il va être prolongé pour la 6e fois consécutive. Emmanuel Macron s'est toujours exprimé dans ce sens-là. Il l'avait écrit dans son livre Révolution. L'état d'urgence, ça ne peut pas être l'état permanent de notre pays. Et dans le même temps, on fait face à une menace terroriste permanente. L'actualité française, internationale nous le montre systématiquement. Et donc, on ne peut faire montre d'aucune naïveté sur ce sujet-là. Donc, c'est l'équilibre de ce projet de loi sécurité qui est trouvé, qui a été d'ailleurs validé par le Conseil d'État cette semaine. Le Conseil d'État a suggéré quelques modifications, notamment que le pouvoir judiciaire puisse intervenir dans les procédures. Oui, c'est ça. Ça a donné lieu à la modification du projet de loi qui est présenté au moment où on se parle en Conseil des ministres. Donc, on ne peut pas non plus tout commenter, mais effectivement, de faire appel pour un certain nombre de mesures au juge des libertés et de la détention, ce qui me semble être plutôt sain et donner de l'équilibre. Donc nos libertés ne sont pas en péril? Je ne pense pas, et d'autant plus que le passage de certaines mesures qui étaient dans l'état d'urgence dans notre droit recentre les choses sur le risque terroriste. C'est-à-dire que l'état d'urgence, en réalité, donnait une ampleur sur les sujets d'application des mesures qui étaient proposées très grande. Un préfet pouvait déclarer un couvre-feu, déclarer des perquisitions, déclencher des perquisitions pour des sujets qui n'étaient pas forcément même liés au terrorisme. Là, je trouve ça sain qu'on recentre le sujet sur le terrorisme et puis qu'on donne effectivement, comme vous l'avez souligné, un contrôle du juge pour mener un certain nombre de mesures. Une dernière question en un mot pour une réponse en un mot de Bernard Gorce-Lacroix. Sur un sujet sensible, la PMA. Donc ça va très bientôt arriver sur le table. On attend une décision du comité d'éthique. À titre personnel, vous pensez qu'il faut effectivement ouvrir la PMA aux femmes, aux couples de femmes? Oui, je pense que tout ce qui sort de situations hypocrites va dans le bon sens. En réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de contournements, de situations où on s'oblige au mensonge pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'accès à la loi. Et donc je crois que tout ce qui sort de la situation hypocrite actuelle va dans le bon sens. Le problème, c'est que ce raisonnement s'applique à la GPA également. Si vous voulez sortir de l'hypocrisie, puisque ça se fait déjà, il faut légaliser. Qu'est-ce que vous dites? Oui, alors, on s'est prononcé de manière assez claire pendant l'élection présidentielle sur ce sujet-là. On n'est pas pour la GPA, mais on est pour la régularisation de l'état civil des enfants. De l'état civil, exactement, des enfants. Vous êtes toujours sur cette ligne-là? Toujours sur cette ligne-là, elle me semble être une ligne juste. Très bien. Écoutez, voilà, nous sommes au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Nous avons accueilli aujourd'hui Stanislas Guérini. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes tout jeune, vous avez 35 ans et tout nouveau député de Paris. Vous venez donc de démissionner d'une grande entreprise dont vous étiez l'un des cadres supérieurs pour rejoindre le personnel politique. Et vous faites partie du petit noyau de la petite cellule qui a cofondé avec Emmanuel Macron le mouvement En Marche. La semaine prochaine, notre invité, puisque nous serons au cœur de l'actualité sociale, sera Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Et nous aborderons donc avec lui de nouveau l'ensemble des dossiers sociaux. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des éditions de Face aux chrétiens, dont celle-ci, sur les sites respectifs de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.